couvre les frais d'université de mon fils, m'a ordonné mon frère en me tendant une facture de 16 000 $, dortoir, ordinateur portable, forfait repas. J'ai dit, pas question. Une semaine plus tard, je l'ai entendu dire à maman, ne t'inquiète pas, après le dîner de Noël, elle paiera. Maman a hoché la tête, c'est son rôle. J'ai donc changé les plans. Le 25 décembre, ils sont devenus foucants. Je m'appelle Morganet. J'ai 37 ans. Et jusqu'au Noël dernier, ma famille traitait mon compte bancaire comme un service d'urgence qu'elle pouvait appeler sans autorisation. 2 semaines avant le 25 décembre, mon frère aîné est entré dans le bureau d'inspection où je travaillais, a déposé une facture de 16 000 $ sur mon bureau, et a tapoté le total du doigt. Finance les études de mon fils, a-t-il ordonné. Dortoir, ordinateur portable, forfait repas, tout doit être payé avant janvier. Il ne m'a pas demandé si j'en avais les moyens. Il ne s'est même pas assis. Il parlait comme si j'avais manqué le versement d'une dette que je lui devais. J'ai repoussé la facture vers lui. Pas question. Sa mâchoire s'est crispée, mais au lieu de discuter, il a souri. Nous en discuterons à Noël. Ce sourire m'a dérangé plus encore que sa demande. Une semaine plus tard, je suis passé chez mes parents pour leur rendre un double de clés. Avant d'entrer dans la cuisine, j'ai entendu mon frère parler derrière la porte entrebâillée, ne t'inquiète pas, après le dîner de Noël, elle paiera. J'ai déjà dit à tout le monde qu'elle avait promis. Ma mère a répondu sans hésiter, bien sûr qu'elle le fera. C'est son rôle. Je suis resté là, serrant les clés si fort que leurs dents s'enfonçaient dans ma paume. Ils n'espéraient pas que je les aide. Ils s'apprêtaient à me coincer devant toute la famille, en utilisant l'avenir de mon neveu comme moyen de pression. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans cette famille ne savait, c'est que j'avais déjà remarqué quelque chose d'étrange sur cette facture de 16 000 $. Le logo de l'université était correct, mais pas les instructions de paiement. Ce soir-là, j'ai modifié mes plans pour Noël, j'ai appelé l'université directement et j'ai découvert un mensonge bien plus grand que de simples frais de scolarité. Le 25 décembre, mon frère s'attendait à ce que j'arrive avec un chèque. À la place, j'ai apporté une preuve qui allait lui coûter bien plus que 16 000 $. Avant de vous raconter ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyage. Je travaillais comme inspectrice de la sécurité des ascenseurs à Pittsburgh, un travail que la plupart des gens ne comprenaient pas avant de se retrouver coincés entre 2 étages. J'inspectais les pannes mécaniques, reconstituais les accidents, examinais les registres d'entretien et témoignais lorsque des propriétaires tentaient de dissimuler leur négligence. Ce travail m'a appris à remarquer les incohérences, les dates modifiées, les signatures manquantes, les chiffres qui semblent corrects jusqu'à ce qu'on les compare aux documents originaux. Cette habitude avait sauvé des vies. Elle était sur le point de démasquer mon frère. Marquet avait 41 ans, 3 ans de plus que moi, et avait passé la majeure partie de notre enfance à être décrit comme plein de potentiel. Lorsqu'il ratait un cours, maman rejetait la faute sur le professeur. Lorsqu'il détruisait le camion de papa, elle blâmait la route verglacée, même si on était en juin. Quand j'ai obtenu une bourse, elle m'a félicité en disant « c'est bien. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'aide à Marc. » J'ai appris très tôt que la réussite ne m'apportait aucune protection. Elle me rendait seulement utile. Ce schéma nous a suivis à l'âge adulte. Lorsque la première entreprise de Marc a fait faillite, j'ai payé 2 mois de son prêt hypothécaire parce que maman d'Ethan disait qu'il ne devait pas perdre sa maison. Quand Marc a eu besoin de soins dentaires, j'ai payé parce qu'il prétendait que son assurance avait expiré. Quand il a voulu faire réparer sa voiture, j'ai transféré 4 000 $ après qu'il m'a promis que ce serait la dernière fois. Il ne m'a jamais remboursé. Au lieu de cela, chaque sauvetage devenait la preuve que j'avais les moyens de financer le suivant. J'avais fait un sacrifice dont je n'avais jamais parlé à la famille. À 32 ans, on m'a proposé un poste de superviseur à Denver. Il s'accompagnait d'un meilleur salaire, d'une équipe plus grande et de la chance de participer à la rédaction des normes nationales de sécurité. 3 jours avant la date où je devais accepter, papa a fait un léger AVC. Marc a dit qu'il ne pouvait pas aider parce que ses horaires de travail étaient imprévisibles, j'ai donc refusé le transfert et suis resté à Pittsburgh pendant 8 mois. J'ai conduit papa à ses séances de rééducation avant de me rendre sur les chantiers de construction. Marc lui a rendu visite 2 fois.
Maman le présentait toujours aux proches comme le fils dévoué qui avait gardé le moral de tout le monde. Au moment de me présenter la facture d'université, j'avais arrêté de prêter de l'argent depuis près d'1 an. Marc le savait. C'est pourquoi son assurance semblait si théâtrale. Le lendemain matin de la conversation que j'avais surprise avec maman, 3 membres de la famille m'ont envoyé un SMS. Ma tante m'a écrit « Tu fais une chose merveilleuse pour Ethan ». Un cousin à qui je parlais à peine m'a envoyé « 16 000, c'est généreux, mais l'éducation est le plus beau des cadeaux ». Marc avait déjà annoncé ma contribution comme un fait accompli. Il avait transformé mon refus en une promesse publique, pensant que l'embarras m'obligerait à m'exécuter. Puis Ethan a appelé. Il avait l'air mal à l'aise. Tante Morgane. Papa dit que je devrais te remercier. Pourquoi? L'argent pour l'université. Je n'ai pas accepté de payer quoi que ce soit. Il y a eu une longue pause. Il a dit que tu faisais juste semblant de dire non parce que tu voulais faire une surprise à tout le monde. J'ai fermé la porte de mon bureau. Ethan, est-ce que l'université t'a envoyé une facture de 16 000 $? Non. Mon portail d'aide financière indique que je dois un peu plus de 6 000 $ avant le début du semestre. Ma main s'est figée sur le téléphone. Tu es sûr? Oui. J'ai obtenu une bourse de logement le mois dernier. Mais papa a dit qu'il y avait d'autres frais. Est-ce que tu as choisi un nouvel ordinateur portable? Mon ordinateur actuel fonctionne. Quel forfait repas as-tu sélectionné? Le forfait de base est déjà inclus dans mon solde. La facture posée sur mon bureau a soudainement semblé moins relever de l'arrogance que de la fraude. J'ai demandé à Ethan de m'envoyer des captures d'écran de son compte étudiant officiel. Il a hésité parce que Marc l'avait prévenu de ne pas m'embrouiller avec les détails, mais il a fini par accepter. Le solde réel était de 6 240 $. Le document que Marc m'avait remis exigeait 16 000 $. Près de 10 000 $ n'avaient absolument rien à voir avec les études d'Ethan. J'ai cherché le numéro d'acheminement sous les fausses instructions de paiement. Il n'appartenait pas à l'université. Il menait à une caisse d'épargne locale. Le nom du titulaire du compte était masqué dans les recherches publiques, mais l'adresse de l'agence se trouvait à moins d'1 kilomètre du magasin de meubles de Marc. Ce soir-là, Marc m'a envoyé un SMS, apporte un chèque de banque pour Noël. Libelle-le conformément à la facture. Ne rend pas la situation embarrassante pour Ethan. J'ai fixé le message en me demandant combien de fois l'amour avait été utilisé comme un déguisement pour le contrôle. Est-ce que je protégeais ma famille en la sauvant, ou est-ce que je leur apprenais que mes limites pouvaient toujours être achetées par la culpabilité? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai enregistré le message, imprimé le solde réel de l'université et entamé ma propre enquête. Mon premier appel a été pour le service financier de l'université. Comme Ethan était légalement majeur, il ne pouvait pas me divulguer de détails au-delà de ce qu'il m'avait déjà montré. Cependant, ils ont confirmé que les coordonnées de paiement sur la facture de Marc n'étaient pas associées à l'école. Ils ont également confirmé que les ordinateurs portables s'achetaient de manière indépendante et qu'aucun étudiant ne se verrait facturer 16 000 $ via un compte privé de caisse d'épargne. J'ai envoyé un message prudent à Ethan. La facture que ton père m'a donnée ne vient pas de ton université. S'il te plaît, ne le confronte pas encore. Vérifie ton compte et dis-moi si des remboursements ou des prêts ont été détournés. Il a appelé 10 minutes plus tard, chuchotant depuis sa chambre. Son portail d'aide financière montrait qu'un remboursement de prêt étudiant de 4 800 $ avait été déposé 3 semaines plus tôt. Ethan ne l'avait jamais reçu. Le compte de destination se terminait par les 4 mêmes chiffres que le compte imprimé sur la fausse facture de Marc. Est-ce que tu as autorisé cela, ai-je demandé. Papa m'a aidé à configurer le portail, a-t-il dit. Il m'a dit que le remboursement resterait à l'école. Ma colère est devenue glaciale. Marc n'avait pas seulement gonflé une facture. Il avait détourné le remboursement du prêt étudiant de son fils et tentait maintenant de m'extorquer 16 000 $ supplémentaires. Ethan finirait par devoir rembourser de l'argent qu'il n'avait jamais vu. J'ai dit à Ethan de changer tous ses mots de passe, d'activer l'authentification à 2 facteurs et de contacter le service des fraudes de l'université. J'ai également insisté pour qu'il s'entretienne en privé avec un conseiller financier étudiant. Il avait peur que signaler ce transfert ne fasse arrêter Marc. Je ne lui ai pas promis que ce ne serait pas le cas. Je lui ai dit la vérité, protéger quelqu'un des conséquences de son vol ne restaure pas la confiance.
Cela lui donne seulement le temps de voler davantage. Le lendemain, Marc m'a appelé 6 fois. J'ai laissé chaque appel aller vers la messagerie vocale. Les messages sont passés d'une fausse patience à des menaces. Morgane, j'ai besoin d'une confirmation. Maman dit que tu crées un stress inutile. Tu embarrasses Ethan. Tout le monde sera présent au dîner de Noël, alors nous réglerons cela à ce moment-là. Le dernier message était le plus révélateur, tu as toujours eu besoin de te sentir importante. Voici ta chance. Paie la facture et sois l'héroïne. J'ai exporté les fichiers audio et les ai ajoutés à un dossier sécurisé. Des années d'enquête sur les accidents m'avaient appris qu'une chronologie des faits était plus puissante qu'une accusation émotionnelle. J'en ai créé une pour Marc. Elle comprenait la fausse facture, la confirmation écrite de l'université, les captures d'écran du portail d'Ethan, la preuve du remboursement détourné, les messages de Marc et les virements bancaires montrant les 31 700 $ que je lui avais déjà donnés par le passé. Ce total ne comprenait pas les repas, les cadeaux, le travail non rémunéré, ni la promotion à Denver que j'avais abandonnée. Il ne contenait que les virements documentés. Les faits n'avaient pas besoin d'être exagérés. Ensuite, j'ai examiné de plus près la fausse facture. Dans les propriétés du fichier, le nom de l'auteur apparaissait comme « Monsieur Hay ». Le modèle avait été créé sur un ordinateur enregistré au nom de Héritage Home Interior, l'employeur de Marc. J'ai appelé le magasin, prétendant que je devais vérifier son emploi pour une référence professionnelle. La réceptionniste est devenue silencieuse avant de me dire que Marc n'y travaillait plus depuis octobre. Il avait été licencié 2 mois plus tôt. Selon un ancien collègue qui m'a contacté plus tard, Marc avait été licencié après la disparition de acomptes de clients sur 3 comptes de vente. L'entreprise n'avait pas porté plainte car il avait accepté de rembourser l'argent. Son premier délai de remboursement était le 27 décembre. La somme qu'il devait s'élevait à 9 460 $. Cela expliquait la surfacturation fictive sur les frais d'université d'Ethan. Marc avait l'intention d'utiliser mon argent pour rembourser son ancien employeur, dissimuler son vol et préserver son image de père travailleur. Il utilisait l'éducation de son fils comme camouflage. J'ai rencontré Ethan dans un café en face du campus. Il avait l'air épuisé. À 18 ans, il aurait dû s'inquiéter des examens et des colocataires, pas de savoir si son père avait volé l'argent d'un prêt à son nom. Il a admis que Marc ouvrait son courrier depuis des années et l'avait récemment poussé à signer plusieurs formulaires d'aide financière vierges. Je croyais qu'il m'aidait, a dit Ethan. Il se raconte peut-être cela, ai-je répondu. Mais l'aide ne requiert pas de secret. J'ai proposé de payer pour une consultation indépendante avec un conseiller financier étudiant et, si nécessaire, un avocat. J'ai posé une limite claire, je ne donnerai pas d'argent à Marc et je ne remplacerai pas discrètement ce qu'il avait pris. Toute aide passerait directement par des institutions vérifiées, et Ethan contrôlerait les décisions. Il a accepté. Avant que nous ne partions, il m'a demandé si je comptais tout exposer lors du dîner de Noël. Je compte donner à ton père une chance de dire la vérité lui-même. Tu penses qu'il le fera? J'ai repensé à Marc souriant dans mon bureau, certain que je céderais. Non, ai-je dit, mais je veux que tout le monde voie qu'il a eu le choix. Mon premier réflexe avait été de ne pas venir pour Noël. Partir aurait préservé ma paix, mais cela aurait également permis à Marc de dire à la famille que j'avais abandonné Ethan. Le silence l'avait protégé pendant des années. Cette fois-ci, je voulais que les faits soient clairs. Je n'ai pas préparé d'enveloppe. J'ai conçu une présentation numérique privée accessible depuis ma tablette. J'ai également apporté une petite mallette à documents verrouillée contenant un objet symbolique, le double de la clé de la maison de ville où vivaient Marc et Ethan. La propriété appartenait à mes parents, mais j'avais discrètement payé presque toutes les factures de réparation majeures depuis 7 ans. Marc l'avait toujours traité comme un logement gratuit et permanent. Papa avait récemment évoqué l'idée de lui transférer le titre de propriété. Après avoir montré une partie des preuves à papa, ce projet a changé. La clé ne serait pas un cadeau. Elle marquerait un ultimatum. Le matin de Noël, Marc a posté une photo de famille en ligne avec la légende, reconnaissant envers ceux qui se mobilisent quand il le faut. Je n'étais pas sur la photo. Plusieurs proches ont commenté qu'il devait être fier d'Ethan et chanceux d'avoir une sœur si généreuse. Il a réagi à chaque commentaire avec un cœur. À midi, je savais qu'il prévoyait de transformer le dîner en spectacle.
Ma tante Linda m'a appelé pour me demander s'il fallait filmer la grande surprise pour l'université. Marc avait raconté à tout le monde que j'allais offrir à Ethan un chèque de 16 000 $ après le dessert. Il avait même demandé à maman de placer une carte à côté de mon assiette pour que je puisse y insérer le chèque. Je suis arrivé chez mes parents à 17 h, sans dessert ni cadeau visible. Je portais un tailleur gris anthracite car je venais directement d'une inspection d'urgence dans un immeuble résidentiel. Marc a ri en me voyant, « Tu es habillé comme si tu allais au tribunal. Peut-être que j'aime être prête. » Son sourire a fléchi pendant une demi-seconde. Ethan évitait mon regard. Ma mère, Diane, m'a embrassé sur la joue et m'a chuchoté, « S'il te plaît, ne gâche pas la soirée. Ton frère a eu une année difficile. » Elle ne savait toujours pas qu'il avait été licencié. Mon père, Robert, savait seulement qu'il y avait un problème avec le compte financier d'Ethan. J'avais gardé une partie des preuves secrètes parce que je voulais que Marc prenne la parole avant moi. 14 personnes se serraient autour de la table à manger. Avant que quiconque ne touche à la nourriture, Marc s'est levé et a tapoté son verre. Il a remercié maman pour le repas, a félicité Ethan d'être le premier petit-fils de la famille et à aller à l'université, puis s'est tourné vers moi. Et je veux saluer Morgane, a-t-il dit. Elle joue les durs, mais elle sait que la famille passe en premier. Ce soir, elle prend en charge l'intégralité des frais du semestre de printemps d'Ethan. Des applaudissements ont éclaté. Ma tante a levé son téléphone pour filmer. Maman rayonnait en me regardant, comme si mon consentement n'était qu'un détail insignifiant. Ethan fixait son assiette. Marc a tendu la main, « Tu peux lui donner le chèque maintenant. » Je n'en ai pas apporté. Les applaudissements se sont éteints maladroitement. Marc a gloussé, « Elle adore le suspense. J'ai dit non quand tu es venu à mon bureau. J'ai répété non dans chacun des messages que tu as ignorés. Il n'y a jamais eu de chèque. » Le visage de maman s'est crispé. Morgane, nous en avons discuté. Non, toi et Marc en avez discuté. On m'a attribué un rôle. Marc s'est penché vers moi, n'humilie pas mon fils parce que tu es en colère contre moi. Ethan a soudainement levé les yeux. Papa, arrête de dire que c'est pour moi. La pièce est devenue totalement silencieuse. La voix de Marc est descendue d'un ton, nous avons parlé de ça. Non, tu as parlé. Tu m'as dit de la remercier pour de l'argent qu'elle n'avait jamais promis. Maman les a regardés tour à tour, Ethan, ton père essaie seulement de t'aider. Ethan a sorti un papier plié de sa poche et l'a posé à côté de son assiette. Mon solde réel est de 6 240 $. L'assurance de Marc s'est brisée. Ça ne comprend pas tout. Si, cela comprend le logement et le forfait repas, a répliqué Ethan. Je n'ai jamais demandé d'ordinateur portable. Tante Linda a lentement baissé son téléphone. L'expression de papa est passée de la confusion à la suspicion. J'ai ouvert la mallette verrouillée et j'ai placé la facture de Marc à côté du relevé officiel. Le document que Marc m'a donné est un faux. Le compte de paiement n'appartient pas à l'université. Marc a repoussé sa chaise. Tu as appelé l'école dans notre dos. J'ai justifié une demande de 16 000 $. Tu n'avais aucun droit de faire des recherches sur moi. C'est mon métier d'enquêter sur les documents falsifiés. Maman a tendu la main vers la fausse facture, comme si la toucher pouvait faire disparaître l'anomalie. Marc, explique ça. Il a répondu trop vite, c'est un compte d'attente. L'école l'a recommandé. Non, ce n'est pas vrai, a dit Ethan. Sa voix tremblait, mais il a poursuivi, ce compte a reçu le remboursement de mon prêt étudiant de 4 800 $. Je n'ai pas autorisé ce transfert. La table a éclaté en questions désordonnées. Marc a accusé Ethan d'avoir mal compris le fonctionnement du portail. Il m'a accusé d'avoir empoisonné l'esprit de son fils contre lui. Il a prétendu que l'université avait fait une erreur et a promis de régler cela après les fêtes. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il se retrouve à court d'explications. Puis j'ai posé une seule question, as-tu été licencié de héritage au Monterior en octobre? Son visage s'est décomposé. Marc m'a lancé un regard noir, ça ne te regarde pas, est-ce que l'entreprise t'a réclamé 9 460 $ après la disparition de compte de client? Papa s'est levé si brusquement que sa chaise a heurté le mur, réponds-lui. La voix de Marc est devenue agressive, j'ai emprunté de l'argent. J'allais le remettre avec les versements des clients. C'était temporaire. Et le remboursement du prêt d'Ethan?
ai-je demandé. Marc m'a pointé du doigt, tu ne comprends pas ce que ça coûte d'élever un enfant. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, aucune responsabilité à part toi-même. Tu es assise dans ton appartement hors de prix à juger les gens qui ont une vraie vie. Le voilà, le mépris tapis sous chaque demande. Mon succès était de l'égoïsme quand je le gardais pour moi, mais devenait une ressource familiale dès qu'il en avait besoin. Je comprends exactement ce que tu avais prévu, ai-je dit. Tu as ajouté la somme que tu devais à ton employeur au solde universitaire d'Ethan. Tu t'attendais à ce que je te vire 16 000 $ sur ton compte. Ensuite, tu avais prévu de rembourser les acomptes disparus des clients et de faire semblant d'avoir financé le semestre de ton fils. Les yeux de Marc ont fusé vers les proches qui le regardaient désormais avec un dégoût évident. Maman a couvert sa bouche, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il est resté silencieux. Ce silence n'était pas seulement une absence de bruit. C'était l'instant précis où toutes les excuses que ma famille avait construites autour de Marc s'effondraient définitivement. Marc s'est repris en basculant dans la fureur. Il a frappé la table du plat de la main, faisant s'entrechoquer les verres. Et alors, si j'ai déplacé ce remboursement? C'était pour la famille. Ethan a toujours besoin de payer ses études. J'avais besoin de protéger mon travail. Et Morgane a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire. Tu n'as pas protégé ton travail, a dit papa. Tu l'as perdu. J'aurais tout arrangé si elle m'avait aidé. Cette phrase a retourné plusieurs membres de la famille contre lui d'un coup. Jusque-là, certains avaient l'air mal à l'aise, comme si la vérité pouvait être tempérée par la politesse des faits, mais Marc venait d'avouer que son plan reposait entièrement sur ma soumission. Tante Linda a demandé, quand tu nous as dit que Morgane s'était portée volontaire, tu savais qu'elle avait refusé. Marc l'a ignoré. Mon cousin Daniel a pris la parole ensuite, tu m'as demandé de lui faire pression. Tu as dit qu'elle se désistait parce qu'elle voulait qu'on s'intéresse à elle. Elle rend toujours tout dramatique, a dit Marc. J'ai connecté ma tablette au téléviseur de la pièce d'à côté. Je n'ai pas montré de détails bancaires privés ni quoi que ce soit d'autre sans rapport avec le sujet. J'ai affiché une simple chronologie, la date à laquelle Marc a perdu son emploi, la date à laquelle le remboursement d'Ethan a été détourné, la date à laquelle la fausse facture a été créée et la date à laquelle Marc a exigé mon chèque. À côté de chaque événement se trouvait un document vérifié. Marc s'est précipité vers la télévision, mais papa s'est interposé entre nous. Assieds-toi, a dit papa. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais donner un ordre à Marc sans adoucir ses mots. Marc est resté debout. Vous prenez tous son parti parce qu'elle a fait un diaporama. Non, a dit Ethan. Nous prenons la vérité au sérieux. Marc s'est tourné vers lui, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu es un gamin. Je suis assez vieux pour devoir rembourser le prêt que tu as contracté. La force de cette réplique a frappé plus fort que tout ce que j'avais pu dire. Ethan n'était plus un bouclier que Marc pouvait dresser entre lui et ses responsabilités. Il était celui qui allait devoir en porter les conséquences. Maman s'est mise à pleurer, mais Ethan ne l'a pas consolée. Pendant des années, les larmes de sa grand-mère avaient mis fin à chaque dispute en nous faisant tous passer pour des monstres. Cette fois-ci, il est resté assis. J'ai fermé la présentation. Il y a 3 points à régler. Premièrement, le service des fraudes de l'université d'Ethan a gelé le compte où l'argent a été détourné et examine le transfert. Deuxièmement, Héritage Home Interior a été informé que l'argent que Marc leur avait promis pourrait provenir d'un dépôt non autorisé de prêt étudiant. Troisièmement, je ne financerai pas la fausse facture et je ne remplacerai pas cet argent de ma poche. Le visage de Marc a rougi. Tu m'as dénoncé à mon employeur. Ancien employeur, ai-je rectifié. Et je n'ai pas déposé de plainte pénale. Ethan a signalé le transfert non autorisé par le biais de son université. L'université a contacté l'institution financière. L'enquête a simplement suivi le compte. Tu lui as tendu un piège. Je l'ai aidé à se protéger. Maman s'est tenue aux côtés de Marc. Morgane, s'il te plaît, arrête tout ça avant que ça n'aille plus loin. Paie directement l'école. Laisse Marc rendre ce qu'il doit et nous réglerons le reste en famille. C'était exactement de cette manière que notre famille avait toujours fonctionné. Marc causait des dégâts, maman transformait ces dégâts en une demande d'aide, et je payais les réparations pour que personne à l'extérieur ne sache ce qui s'était passé. Non, ai-je dit.
Régler cela en famille est précisément la façon dont il a appris que les conséquences étaient optionnelles. Le visage de maman s'est durci, alors tu choisis l'argent plutôt que ton frère. Je choisis de ne pas financer une escroquerie. Elle s'est tournée vers papa pour obtenir son soutien, mais il ne le lui a pas donné. À la place, il a ouvert un placard et en a sorti un dossier. 3 jours plus tôt, après que je lui avais montré la fausse facture, il avait rencontré un avocat en privé. La maison de ville occupée par Marc appartenait à mes parents, et Marc n'avait pas payé de loyer depuis 4 ans. Papa a posé une mise en demeure officielle d'occupation sur la table. Marc l'a fixée, qu'est-ce que c'est? Tu as 60 jours pour déménager, a dit papa. Maman a étouffé un cri. Elle n'était manifestement pas au courant. Papa a poursuivi, la propriété ne te sera pas transférée. Elle sera vendue. Une partie des bénéfices ira dans un fonds fiduciaire d'études contrôlé par un administrateur indépendant pour Ethan. Tu n'y auras pas accès. Marc a regardé de papa vers moi, c'était son idée. Le fonds l'était, a dit papa. L'expulsion était la mienne. Pour la première fois, Marc a semblé effrayé plutôt qu'en colère. Cette maison de ville gratuite lui avait permis de survivre à chaque perte d'emploi, chaque impayé et chaque achat impulsif. La perdre signifiait qu'il ne pouvait plus maintenir l'illusion de stabilité. Maman a attrapé le bras de papa, tu ne peux pas jeter ton fils à la rue. Il a utilisé le prêt de son fils pour rembourser de l'argent qu'il avait pris à des clients. Il a fait une erreur. Non, a répondu papa. Une erreur, c'est une mauvaise décision isolée. Nous avons passé 20 ans à protéger un comportement systématique. Le visage de maman s'est décomposé, mais papa n'a pas reculé. Marc s'est tourné vers Ethan, tu vas les laisser me faire ça. Ethan s'est levé, je reste sur le campus après les vacances d'hiver. J'ai déjà parlé au service du logement. Je ne déménagerai pas avec toi. La bouche de Marc est restée ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ethan a alors sorti une carte bancaire de son portefeuille et l'a posée sur la table, elle est liée au compte joint que tu as ouvert quand j'avais 16 ans. J'ai résilié mon accès aujourd'hui. La banque examine les transactions. Quelle transaction, a demandé maman. Ethan a regardé Marc, il a aussi utilisé mes dépôts de mon job d'été. Cette nouvelle révélation a provoqué une autre vague d'indignation. Sur 2 ans, Marc avait retiré près de $3000 qu'Ethan avait gagnés en travaillant dans une épicerie. Il avait qualifié ses retraits de contributions ménagères sans jamais lui en parler. Marc a fini par perdre tout contrôle. D'un revers de main, il a balayé la fausse facture et le relevé officiel par terre, très bien. Vous voulez tous que je sois le méchant? Félicitations. Morgan va encore pouvoir jouer la fille parfaite. Je n'ai pas élevé la voix, ce n'est pas un concours entre nous. Tu as falsifié une facture, volé l'argent de ton fils et essayé de m'obliger à payer. Ce sont tes actes. Tu crois que ta vie est si propre, a-t-il hurlé. Tu as abandonné cette famille pour ta carrière. Cette accusation m'aurait blessé autrefois. Ce soir-là, elle a seulement révélé à quel point il ne comprenait rien. J'avais refusé Denver. J'avais conduit papa à sa rééducation. J'avais payé l'hypothèque de Marc et réparé gratuitement la maison où il vivait. Pourtant, il avait réécrit mon indépendance comme un abandon, car la gratitude l'aurait obligé à reconnaître ce que cela m'avait coûté. J'ai plongé la main dans ma mallette à documents et j'ai sorti le double de la clé de la maison de ville. J'ai payé pour la chaudière, les réparations de la toiture et la réfection de l'électricité, ai-je dit. J'ai gardé cette clé parce que chaque urgence devenait ma responsabilité. Plus maintenant. Je l'ai posée à côté de l'avis d'expulsion. Marc a fixé la clé comme si c'était une arme. Ce n'est qu'une clé, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Le dîner s'est terminé sans dessert. Marc a exigé que maman le ramène chez lui, mais papa a pris les clés de la voiture sur le comptoir et lui a dit de se débrouiller pour rentrer. Cela peut sembler être une petite conséquence, mais je n'avais jamais vu papa lui refuser quoi que ce soit de manière aussi directe. Marc a commandé un chauffeur, a pris son manteau et est resté près de la porte d'entrée, attendant que quelqu'un le retienne. Personne ne l'a fait. Avant de partir, il a regardé Ethan, quand tout s'effondrera, souviens-toi de qui en est la cause. Ethan a répondu, tu m'as dit de ne jamais blâmer les autres pour mes choix. Marc a tressailli. Puis il m'a pointé du doigt, elle se retournera contre toi aussi. Dès que tu la décevras, elle fera un dossier sur toi.
Je voulais me défendre, mais Ethan a parlé le premier, elle m'a montré les documents avant ce soir. Elle m'a dit que je pouvais décider quoi faire. Toi, tu ne m'as jamais laissé le choix. Marc a claqué la porte derrière lui. Maman s'est immédiatement effondrée sur une chaise et nous a accusés, papa et moi, d'avoir gâché Noël. Elle disait que Marc risquait de se retrouver à la rue, d'entrer en dépression ou d'agir par désespoir. Chaque conséquence future possible était placée à nos pieds plutôt qu'aux siens. Papa a écouté en silence avant de dire, « Diane, c'est nous qui lui avons appris cela. » Elle l'a dévisagé. Nous lui avons appris que Morgan réparerait tout ce qu'il casserait. Nous appelions cela de la loyauté familiale parce que cela sonnait mieux que du favoritisme. Maman a secoué la tête, je vous aimais tous les deux. L'amour n'était pas le problème, ai-je dit. Ce sont les règles qui étaient différentes. Elle m'a regardé avec une expression mêlant colère et chagrin, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te sentais ainsi? Je l'ai fait, chaque fois que j'ai dit non. Cette réponse a mis fin à la conversation. Je suis parti peu après 20 heures. Les rues étaient presque désertes, et pour la première fois de la journée, je me suis permis de ressentir pleinement ce qui s'était passé. J'avais imaginé la victoire comme un soulagement, mais la réalité était plus lourde. Les limites n'effaçaient pas l'amour. Elles obligeaient l'amour à exister sans contrôle. Et parfois, les relations ne survivaient pas à ce changement. Marc m'a envoyé 23 messages avant minuit. Certains étaient des insultes. D'autres étaient des excuses qui se terminaient par une nouvelle demande. Dans l'un d'eux, il écrivait « Je suis désolé que tu aies mal compris pourquoi j'avais besoin de cet argent. » Dans un autre, « Si papa vend la maison, Ethan t'en voudra pour toujours. » Le dernier message disait « Prête-moi 10 000 $ et je disparaîtrai de ta vie. » J'ai bloqué son numéro. L'université a restitué la majeure partie du remboursement du prêt d'Ethan après que la banque a confirmé que le transfert avait été effectué via un compte récemment modifié. Le montant restant a fait l'objet d'un litige formel. Héritage Home Interior a accordé un délai de 30 jours à Marc pour reprendre ses remboursements avant de transmettre le dossier des dépôts manquants aux forces de l'ordre. Comme Ethan a documenté rapidement le transfert non autorisé, il n'a pas été tenu responsable des fonds que Marc avait déplacés. Papa est allé jusqu'au bout pour la mise en demeure de la maison de ville. Marc pensait que maman annulerait la décision, mais la propriété était légalement aux deux noms de mes parents, et papa a refusé de lui céder ses droits. Maman a secrètement proposé de l'argent à Marc à partir d'un compte d'épargne. Il en a utilisé une partie pour engager un avocat et le reste pour louer un véhicule de luxe, prétendant en avoir besoin pour ses entretiens d'embauche. Cette décision a enfin fait changer ma mère d'avis. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé. Elle ne s'est pas excusée immédiatement. Elle a simplement dit, il a dépensé l'argent d'urgence pour une voiture. Je suis désolé. Je pensais que si je l'aidais une dernière fois, il se stabiliserait. Il y a toujours une dernière fois. Elle a commencé à suivre une thérapie de couple avec papa. Ils ont temporairement séparé leur compte personnel parce que papa ne lui faisait plus confiance pour ne pas financer Marc en secret. Leur mariage ne s'est pas effondré, mais ils ont arrêté de faire comme si rien ne s'était passé. Ethan est retourné sur le campus en janvier. Je n'ai pas payé l'intégralité de ses frais de scolarité. À la place, j'ai pris en charge le coût d'une séance de planification financière indépendante et j'ai contribué directement à une subvention d'urgence universitaire après qu'il en a fait la demande lui-même. Il a pris un travail à temps partiel à la bibliothèque, a fait appel pour obtenir une aide supplémentaire et a ajusté ses projets de logement. J'ai également proposé de doubler une partie de ce qu'il gagnerait pendant le semestre, à condition que l'argent passe par un compte que lui seul contrôlait. Il ne s'est jamais comporté comme si cela lui était dû. Cette différence a fait toute la différence. Marc a quitté la maison de ville 3 jours avant la date limite. Papa a découvert des murs endommagés, des factures d'électricité impayées et plusieurs meubles achetés par l'intermédiaire du magasin où Marc avait travaillé. Certains articles ont été retournés plus tard dans le cadre de son arrangement. Sans logement gratuit ni argent familial, Marc a emménagé dans une chambre louée à l'autre bout de la ville. Il a trouvé un travail temporaire de nuit pour charger des camions de livraison. Il a raconté à nos proches que j'avais orchestré sa chute parce que je détestais le voir heureux. L'histoire a fonctionné sur 2 cousins pendant un temps, mais la majeure partie de la famille avait vu les preuves de ses propres yeux. La plus grande conséquence n'a pas été la chambre plus petite ou le travail de nuit. Ce fut la distance d'Ethan.
Ethan a refusé de le voir en privé jusqu'à ce que Mark participe à une séance de médiation avec un conseiller familial. Lors de la première séance, Mark aurait passé 40 minutes à me rejeter la faute. Ethan est parti avant la fin. 3 mois plus tard, Mark a réessayé et a admis avoir pris le remboursement du prêt. Il décrivait toujours cela comme un emprunt, mais c'était la première fois qu'il reconnaissait son geste sans y associer mon nom. Je n'ai pas assisté à ces séances. Leur relation ne me regardait pas. Pendant des années, j'ai cru qu'être la personne fiable signifiait que je devais maintenir tout le monde uni. Noël m'a appris que maintenir les gens ensemble peut devenir une autre façon de les empêcher de se tenir debout par eux-mêmes. En décembre de l'année suivante, notre famille était différente. Mes parents ont vendu la maison de ville et ont placé une partie des bénéfices dans un fonds fiduciaire d'études restreint pour Ethan. L'administrateur payait directement les dépenses universitaires vérifiées. Ni Mark ni moi ne pouvions y faire de retrait. Papa a exigé cette structure parce qu'il voulait que l'avenir d'Ethan soit protégé sans me transformer en nouvelle gestionnaire de sa vie. Maman a fini par s'excuser, bien que ce ne soit pas de la manière spectaculaire que les gens imaginent souvent. Elle est venue à mon appartement un dimanche avec un dossier. À l'intérieur se trouvaient les copies des anciens virements bancaires que j'avais fait à marquer une chronologie manuscrite des moments où elle m'avait poussé à l'aider. Je pensais toujours que tu étais plus forte, alors te demander plus faisait moins de dégâts, a-t-elle dit. Je comprends maintenant que la force n'est pas une de tes faiblesses et n'est pas une autorisation. C'était la première excuse qu'elle formulait sans demander d'argent, de pardon ou de silence en retour. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que la confiance reviendrait lentement. Elle a accepté le fait qu'une véritable responsabilité n'exige pas l'absolution immédiate de la part de la personne blessée. Papa et moi sommes devenus plus proches. Il a admis que le fait d'éviter les conflits avait permis au favoritisme de maman de contrôler la famille. Il avait souvent reconnu l'injustice, mais s'était convaincu que rester silencieux préservait la paix. Ce que cela préservait en réalité, c'était le schéma d'abus. Les conséquences pour Mark ont continué. Héritage Home Interior a exigé une restitution intégrale en vertu d'un accord juridique. Il a évité un procès pénal, mais uniquement en acceptant un calendrier de remboursement strict et en signant une reconnaissance de faute financière. Sa réputation professionnelle dans la gestion locale de commerce de détail a été compromise, et il ne pouvait plus prétendre à des postes similaires impliquant la gestion de comptes clients. Il a travaillé de nuit pendant la majeure partie de l'année, a vendu son véhicule de luxe et a commencé à rembourser Ethan par de petits versements mensuels. Il ne s'est pas métamorphosé en un frère parfait. Certains mois, il s'excusait, d'autres mois, il envoyait des messages par l'intermédiaire de proches pour affirmer que la punition était excessive. Je n'ai pas mesuré ma guérison à l'aune de ses progrès. Nous nous sommes parlé une fois, 11 mois après Noël. La rencontre a eu lieu dans le cabinet d'un conseiller, à sa demande. Il paraissait plus vieux et moins soigné que dans mes souvenirs. Pendant les 20 premières minutes, he explained how frightened he had been after losing his job. Il disait croire que restituer les acomptes des clients réglerait tout avant que quiconque ne le découvre. Pourquoi avoir utilisé le compte universitaire d'Ethan, ai-je demandé. Parce que je pensais pouvoir le remettre. Et pourquoi avoir créé une fausse facture? Il a baissé les yeux, parce que je savais que tu ne me donnerais pas d'argent si je te disais la vérité. Ce fut la phrase la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Tu ne m'as pas demandé de l'aide, ai-je dit. Tu as tendu un piège. Il a hoché la tête. Comprends-tu que je ne te ferai peut-être plus jamais confiance avec de l'argent? Oui. Comprends-tu que s'excuser ne restaure pas la relation que nous avions? Après un long silence, il a dit, peut-être que la relation que nous avions ne devrait pas être restaurée. Je n'ai pas tout pardonné ce jour-là, mais j'ai reconnu un début de responsabilité. Le pardon, lorsqu'il arrive, ne doit pas effacer les preuves, annuler les limites ou redonner l'accès à quelqu'un qui en a abusé. Il doit libérer la personne blessée du fardeau de porter l'offense chaque jour. L'accès, quant à lui, doit se mériter. Ethan a terminé sa première année avec de bonnes notes. Il a changé de spécialisation, passant de l'administration des affaires au système d'information, en partie parce que cette expérience de fraude l'avait intéressé à la sécurité numérique. Pendant l'été, il a décroché un stage rémunéré dans le service de cybersécurité d'une banque régionale. Il plaisantait en disant que son père avait accidentellement inspiré sa carrière. Bien que la tristesse derrière la plaisanterie soit restée,
j'ai fini par accepter un poste de superviseur à Pittsburgh et j'ai commencé à participer au développement des protocoles de sécurité à l'échelle de l'État. Ce n'était pas l'opportunité de Denver que j'avais abandonnée des années plus tôt. Mais cette fois-ci, j'ai accepté sans me demander si ma famille pouvait fonctionner sans moi. Ce fut le changement le plus profond. J'ai arrêté d'organiser mon avenir autour des urgences des autres. Avec du recul, le 25 décembre n'a pas été le jour où j'ai détruit ma famille. C'est le jour où j'ai cessé de financer l'illusion que nous étions en bonne santé. La tromperie de Marc n'a pas commencé avec cette fausse facture universitaire. Elle commençait chaque fois que nous effacions une conséquence, réécrivions un de ses échecs ou appelions Morgan parce que Morgan allait arranger ça. Le soutien familial doit aider quelqu'un à se remettre sur pied. Il ne doit pas exiger qu'une personne reste à genoux pour que tous les autres puissent se tenir debout sur son dos. Il existe une différence capitale entre la générosité et la soumission. La générosité est librement choisie, clairement définie et respectée. La soumission est extorquée par la honte, la peur ou l'obligation. Ce n'est pas la somme d'argent qui détermine de quoi il s'agit. C'est le consentement. Je crois toujours que les familles doivent s'entraider. J'ai aidé Ethan à s'y retrouver dans les aides financières parce qu'il l'a demandé honnêtement et a participé à la recherche de solutions. J'ai écouté quand maman a reconnu son rôle. J'ai assisté à une séance de conseil avec Marc parce qu'il avait commencé à rembourser ce qu'il avait pris. Le soutien n'est devenu possible qu'à partir du moment où la responsabilité est entrée dans la pièce. Ce que je ne crois plus, en revanche, c'est que les liens du sang créent un droit illimité sur le travail, l'argent ou la paix de quelqu'un. Parfois, la réaction la plus aimante n'est pas un énième sauvetage. C'est parfois de laisser une personne éprouver tout le poids des décisions qu'elle a prises. Sans ce poids, elle ne développera peut-être jamais la force nécessaire pour porter sa propre vie. Marc s'attendait à ce que le dîner de Noël prouve que je me soumettrais toujours en public. À la place, cela a révélé ce que la complicité passive et privée nous avait coûté à chacun d'entre nous. Il a perdu sa maison, son contrôle financier sur Ethan, la protection automatique de sa famille et le statut professionnel qu'il avait tenté de préserver. Ces conséquences n'étaient pas une vengeance fabriquée par moi. C'étaient des dettes qu'il avait reportées jusqu'à ce que la vérité vienne les recouvrer tout en même temps. Ma vengeance a été plus simple. J'ai arrêté de me porter volontaire pour payer. J'ai arrêté de me défendre face à des gens déterminés à me mal comprendre. J'ai arrêté d'accepter un rôle que je n'avais jamais choisi. Et quand ma famille a enfin compris que Morgan était une personne plutôt qu'un plan d'urgence financière, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux que la victoire, la paix sans avoir besoin d'autorisation. Posez-vous donc cette question, si quelqu'un ne vous appelle, famille, que lorsqu'il a besoin d'accéder à ce que vous possédez, protège-t-il la relation ou protège-t-il les avantages qu'il en retire? Poser une limite peut décevoir les personnes qui profitaient de votre absence de limite. Leur colère ne signifie pas que votre limite est mauvaise. L'amour peut ouvrir une porte, mais la responsabilité décide qui est assez sûr pour y entrer. Qu'auriez-vous fait si votre frère avait exigé 16 000 $, falsifié une facture universitaire et prévu de vous coincer le jour de Noël? Auriez-vous tout exposé au dîner, réglé cela en privé ou seriez-vous parti avant que le premier plat ne soit servi? Nous espérons que cette histoire vous a donné matière à réflexion au-delà du drame.